Bonjour à tous, je me présente, moi je m'appelle Emmanuel, mais plus souvent on m'appelle Manu. Et en fait je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Les Bêtises de Manu et je suis originaire de Dour. Et en fait au tout début de ma chaîne je parlais essentiellement de littérature, je lisais beaucoup de livres, je donnais mon avis, pourquoi j'aime pas. J'essayais toujours un petit peu d'argumenter au mieux et d'essayer de faire envie en fait. Et aujourd'hui en fait je suis en compagnie d'Alessandra D'Angelo, qui est notamment l'auteur de Prostituées alimentaires, on n'entend pas, de Prostituées alimentaires. Et je vais d'abord te laisser te présenter parce qu'on peut voir qu'à la 4e de couverture, tu as un très très bon CV. Oui, bonjour à tous. En fait, je suis anciennement avocate et depuis 10 ans, je suis spécialisée en investigation judiciaire. Donc, je viens de sortir, après d'ailleurs Prostituées alimentaires, mon 8e ouvrage sur pourquoi est-ce qu'il ne faut pas libérer Marc Dutroux. Mais j'ai écrit sur les prisons, j'ai écrit sur Geneviève l'Ermite, j'ai écrit effectivement aussi sur la prostitution alimentaire, et c'est le livre en l'occurrence que Manu a souhaité découvrir aujourd'hui. Donc maintenant on va parler un petit peu du bouquin. Donc effectivement, comme dans le titre, on se doute bien que ça va parler de prostitution. Et donc moi je voulais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de trouver ce sujet, pourquoi parler de ça? Mais en fait, c'est parti d'un reportage que j'ai fait, puisque je travaille notamment pour Le Soir et La Libre. J'ai fait un reportage sur les nouvelles formes de prostitution. Et j'ai été... En fait, il y a deux pôles qui ont animé mon travail. Le premier, j'ai été très surprise de constater qu'aujourd'hui, on a une nouvelle forme de prostitution chez des hommes et des femmes, mais surtout des femmes, qui travaillent à temps plein. Donc j'ai rencontré des femmes, le plus souvent monoparentales, divorcées, séparées, et en plus dans une couche dans laquelle on ne s'y attend pas, une couche bourgeoise de la population, dite bourgeoise et lettrée. J'ai rencontré des assistantes sociales, j'ai rencontré des infirmières, des personnes qui travaillent à temps plein et qui, avec la dépréciation du pouvoir d'achat, n'arrivent plus à s'en sortir avec un salaire temps plein de 1400 qui est aussi entre 1400 et 1800 euros. Et quand on vit seul avec 3 enfants, c'est clair que voilà, quand on accumule le loyer et toutes les autres charges, c'est un petit peu compliqué. Et donc elle se tourne vers tout ce qui est escorte, prostitution dite occasionnelle, le soir ou les week-ends, ou quand les enfants sont partis en garde alternée. Donc c'est assez surprenant. Et alors la seconde partie que j'ai voulu développer, et le bouquin est sorti au moment d'une actualité, je venais de terminer le manuscrit, c'était vraiment le hasard. Je parle aussi de tout ce qui est sugar daddies, donc ces jeunes femmes qui en arrivent à brader leur corps pour du luxe ou du superflu, pour s'offrir un sac Hermès ou des chaussures Louboutin. Donc voilà, j'ai vraiment essayé d'analyser ces deux axes nouveaux de la population et qui constituent une nouvelle forme de prostitution aujourd'hui. C'est plus simplement voilà, les femmes en vitrine ou au coin d'une gare comme il y en a dans toutes les gares du monde. Et en plus c'est plus virtuel, ça se passe plus sur le net aussi. Voilà. Oui, donc j'allais justement venir à ça. On voit effectivement le problème de prostitution plus pour la précarité. Mais maintenant c'est un peu, je sais pas, comme un effet de mode, vouloir un peu plus de richesse, ces étudiantes qui se prostituent via justement des sites internet qui les démarchent, et comme la pub vous avez cité, c'est quoi, c'est Rich Meat Beautiful avec mon accent. Rich Meat Beautiful, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Mais allez, notamment sur cette pub, il y a eu, effectivement on a censuré la pub à Bruxelles, mais il y a eu énormément d'inscriptions sur ce site. Mais aujourd'hui, ça en est où Mais en fait, ce que moi j'appelle la marchandisation des corps aujourd'hui, en tout cas dans ma génération, hein, moi j'ai 50 ans, en tout cas quand moi j'étais jeune, on était élevé avec le mythe du prince charmant, et le corps n'était pas quelque chose qu'on donnait, en tout cas qu'on ne marchandisait pas. Et la nouvelle génération ont un autre rapport au corps et un autre rapport à l'altérité, et le corps peut devenir un objet de marchandisation. Donc ce qui est très surprenant, c'est que toutes les jeunes filles que j'ai rencontrées, elles n'estiment pas se prostituer, elles estiment être simplement dans une relation d'échange de bons procédés, comme elles l'appellent. Voilà, finalement je passe une bonne soirée avec un homme nanti, mon dédi, et finalement je repars avec de quoi m'offrir du superflu et du luxe, où je suis simplement
invitée à passer une excellente soirée dans des milieux mondains, je prends l'avion, je passe un week-end quelque part. Alors il faut savoir aussi qu'elles ne passent pas toutes à l'acte, à l'échange sexuel. Certaines s'en limitent à l'accompagnement simplement, donc c'est de l'escorting sans échange sexuel, et puis d'autres voilà, d'autres pratiquent également aussi l'échange sexuel. Par contre, dans celles qui en arrivent à passer à l'acte, j'ai quand même rencontré des jeunes femmes, et c'est là où je pense qu'elles ne sont pas préparées, qui étaient relativement détruites psychologiquement, et qui me disaient, voilà, est-ce que je vais un jour pouvoir rencontrer un homme, me marier, et elles ne croyaient plus en tout cas à l'amour, au sentiment amoureux. Voilà. Mais c'est ça qu'on voit dans le livre, un peu cet effet un peu paradoxal il y a à côté les femmes qui ont vraiment besoin pour survivre, voilà, la précarité, et ces filles qui ont un peu plus de luxe, un niveau social un peu plus élevé. Moi je trouve aussi qu'il y a peut-être une question un peu plus philosophique sur le sujet, c'est le rapport entre l'argent et le bonheur, finalement. Mais en fait on est vraiment dans une société de consumérisme à outrance, mais c'est vrai que moi je suis plus touchée par la première partie, oui, parce que quand on en arrive, quand on est maman, et c'est souvent des femmes qui ont mis leur carrière en parenthèse, monsieur a pu faire la sienne, elles sont restées à la maison les premières années de vie des enfants, donc le CV est déconstruit, il y a un trou dans le parcours professionnel, voilà, et je ne comprends pas comment en Belgique, c'est quand même, on a quand même 24% de la population aujourd'hui qui frise le déclassement sociétal, c'est-à-dire qu'on a 24% de notre population qui vit avec moins de 1080 euros net par mois en poche, et dans ces 24%, vous avez 17% de femmes. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire en matière de niveau des salaires qui ne sont plus en conformité avec le cours de la vie. Et c'est vrai que cette partie-là m'a beaucoup plus touchée. Justement, comme vous l'abordez dans le bouquin, à un moment vous parlez des lois belges, françaises, et justement en Belgique, si je ne me trompe pas, vous dites bien que la prostitution c'est autorisé, le proxénétisme non, mais à côté de ça, on ne reconnaît quand même pas ce métier, ces femmes n'ont rien, elles n'ont pas de sécurité sociale, non, pas de retraite, c'est pas... Non, alors en Belgique, on fait la différence entre, effectivement, la prostitution est autorisée quand on a plus de 18 ans, le proxénétisme, c'est-à-dire l'exploitation de l'état de faiblesse de quelqu'un pour l'inviter à se prostituer, ça c'est interdit. Ça c'est la seule nuance que fait la Belgique. Par contre, il y a plusieurs pays maintenant en Europe qui ont légalisé, et je suis personnellement pour. Vous avez les abolitionnistes qui sont contre la prostitution, et vous avez ceux qui sont pour une légalisation. Et dans ces pays-là, d'ailleurs, on parle de travailleurs et travailleuses du sexe. Alors pourquoi je suis pour la légalisation? Parce que le fait de donner un cadre légal permet de casser la chaîne du proxénétisme. À partir du moment où vous pouvez avoir un numéro de TVA, un statut social, que vous pouvez cotiser pour votre pension, pour l'ONSS, on casse la chaîne de la prise de pouvoir physique sur l'autre. Donc déjà, on pourrait briser le mécanisme du proxénétisme. En plus, ça permet de faire sortir toute une population aujourd'hui qui est dans le marché noir, hein, qui travaille dans l'ombre. Et dernier point surtout, j'ai eu l'occasion notamment au Bois de Boulogne à Paris de voir des femmes de 85 ans qui se prostituent encore, 85 ans. Eh bien, ça vous permet aussi à un moment donné d'arrêter, de cotiser pour votre pension, et en plus de pouvoir avoir un statut au niveau de tout ce qui est soins de santé pour que les choses se fassent dans des conditions d'hygiène beaucoup moins déplorables. Et cette légalisation, elle marche dans plusieurs pays d'Europe, et il faut essayer de sortir du débat éthique ou philosophique. Je veux dire, qu'on soit pour ou contre un acte prostitutionnel, c'est une question d'ordre éthique et une question d'ordre personnel. Et c'est là où je dis toujours dans plusieurs thématiques compliquées, comme le droit à l'avortement, comme l'euthanasie, comme le droit à avoir une fin de vie digne, ce sont des thèmes qui secouent beaucoup la population, parce qu'en fait, on y mélange l'éthique et le droit. Or, pour moi, le droit est là pour codifier, il est là pour donner un cadre, il est là pour protéger les citoyens. Après, l'éthique, elle est personnelle. Qu'une loi sur l'avortement existe, mais que vous, personnellement, vous ne vouliez pas avorter, eh bien, la loi ne s'appliquera pas à vous. Donc, tous ces militants de l'extrême qui poussent des hauts cris pour la prostitution,
on donne un cadre à la chose. Après, on n'oblige personne à passer à l'acte et à se prostituer. Mais je pense qu'effectivement, donner un cadre, légaliser, et d'ailleurs, on voit les pays comme la France. La France pénalise le client depuis le début de cette année. Eh bien, on a eu une recrudescence de 28% des actes de violence, notamment en Bois de Boulogne, parce que qui ose encore aller du coup aborder une prostituée? C'est des hommes qui demandent, qui s'en foutent d'ailleurs du cadre légal, qui demandent des actes prostitutionnels extrêmes et qui après ont des actes de violence vis-à-vis de ces femmes, qui acceptent malgré tout parce que du coup il y a moins de clients et donc elles en ont plus besoin. Et donc finalement on se rend compte que quand on interdit, eh bien on ne fait qu'augmenter la violence. Oui, c'est ça, dans le bouquin vous abordez aussi que voilà, les prostituées vont se plaindre à la police. En fait, on s'en fout complètement. Ouais. Donc au niveau politique, je ne sais pas si vous avez su aborder ce genre de sujet au niveau politique, savoir si on pourrait enfin légaliser, qu'est-ce qui se passe en Belgique, s'il y a une évolution peut-être. Non, pas pour l'instant. En Belgique, on est fort bloqué au niveau d'une légalisation par rapport à tous les mouvements féministes, effectivement, de défense des droits de la femme que j'entends leur discours et je le valide et je le cautionne. Mais de nouveau, ce n'est pas apporter une protection à ces femmes. Et d'ailleurs, souvent, les féministes ne sont pas... ce sont des bonnes bourgeoises et des femmes qui rentrent chez elles le soir dans un milieu et dans un cadre plutôt sympa. Donc on ne peut pas militer, je pense, pour quelque chose qu'on n'a pas traversé, qu'on n'a pas connu. Et d'ailleurs, toutes les prostituées qui arrivent à en sortir sont pour la légalisation, parce qu'elles savent par où elles sont passées. Et un cadre légal serait bien plus simple pour tout le monde. Oui, il y a aussi ces femmes un peu plus libertines qui aiment ça, qui pensent rendre un petit service à l'homme en l'aidant, en l'écoutant, un peu oui, non. J'ai rencontré Sonia Verstappen. Sonia Verstappen est une femme qui a aujourd'hui 65-66 ans, mais c'est rare. Et elle milite pour une prostitution qu'elle appelle choisie. Donc elle, depuis qu'elle a 14 ans, eh bien, son rêve c'était de devenir prostituée. Elle n'a jamais voulu faire autre chose. Et voilà, elle a une superbe maison de maître à Forêt à Bruxelles où elle reçoit elle les appelle ses amis maintenant parce qu'elle a des clients qui viennent depuis 20 ou 30 ans. Et elle a tenu un discours qui m'a quand même interpellée, mais de nouveau sans jugement de valeur. Elle m'a dit, ben voilà, il préfère venir chez moi que d'aller consulter un psy quand il a un problème de couple professionnel. Alors moi, si je peux être psy avec mon sexe, pourquoi pas? Voilà. Morgane Sergi, bah oui. Mais bon, c'est 2% de la population prostitutionnelle. Mais justement, je trouve que c'est toujours c'est quand même un sujet tabou, un sujet qui est entre la morale et l'éthique. Mais justement, par rapport à votre livre, ce ne serait pas un moyen aussi de peut-être influencer peut-être un peu plus la presse à parler de ça, faire un peu évoluer les choses? Je ne sais pas si vous pensez que votre livre aura peut-être un impact dans la vie. Non, parce que, bah, écoutez, apparemment il a un bon impact. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'il soit lu par le législateur, par ceux qui sont au cœur de loi pour les faire changer, et par les mouvements associatifs aussi. Mais c'est clair qu'il y a eu buzz des sugar daddies avec ces camions publicitaires sur les sites universitaires. J'en fais partie puisque je suis aussi journaliste aujourd'hui. Mais la presse, elle sert sur le buzz, elle sert sur l'actualité. Et on dit toujours qu'une actualité en chasse une autre. Et j'aurais préféré qu'on s'attarde plus à toutes ces femmes qui sont obligées d'y passer aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas assez de revenus, plutôt que de s'offrir pendant 3 semaines sur des camions garés sur un site universitaire. Il y a aussi ces femmes qui trouvent qu'au final, avoir un diplôme, elles ne vont pas gagner tant que ça, et qu'au final, elles gagnent plus avec la prostitution. Il y a aussi des témoignages comme ça dans le livre. Alors, oui, le problème aussi avec les sugar daddies qui me disent je fais ça, mais ça n'aura qu'un temps. Quand on fait ça pendant toutes ces études d'assistante sociale, et que le premier boulot au bas de l'échelle, quand on commence sa carrière, bien, on a 1400 ou 1500 euros, et quand on en a eu 6000 pendant toutes ces études pour se payer du luxe, il y en a certaines qui là tombent dans la vraie prostitution récurrente parce qu'elles ne savent plus se satisfaire d'un salaire normal qui correspond à leur formation. Et là, tout d'un coup, ce qu'elles pensaient être temporaire va devenir permanent. Alors, le livre ne parle pas que de la prostitution, et c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ça aborde plein de sujets variés par rapport justement au sexe et l'argent. Voilà, les culottes qu'on revend au Japon, on a le fétichisme. Alors, un sujet moi qui m'a beaucoup intéressé, c'était avec le harcèlement à l'école, voilà, qu'on introduit énormément de par les médias, de par les films, de par les lectures, de par plein de choses, que la sexualité est de plus en plus tôt et que ça amène un harcèlement
sexuelle chez les enfants qui n'est pas très bon. Non, pour peut-être cibler la question, parce qu'il y avait plein de questions dans une question, j'ai aussi voulu parler de tout ce qu'on appelle l'hypersexualisation précoce aujourd'hui. En fait, il y a eu plusieurs études psychologiques qui ont démontré que dès l'âge de 3-4 ans, les enfants sont bombardés, partout d'ailleurs, d'images d'hypersexualisation des corps. Le premier rapport sexuel se fait en moyenne maintenant entre 11 et 13 ans. Cette hypersexualisation, elle est nourrie effectivement par les médias, par la publicité, mais malheureusement elle est nourrie par les parents eux-mêmes. Moi, ce qui me choque, c'est de voir des petites filles de 4 ans défiler dans des concours de minimis, alors qu'elles feraient mieux de jouer à la poupée. Quand je vois que vous avez des marques de sous-vêtements qui vous font des strings et des petits soutiens taille 6-9 ans, alors que moi je mettais du petit bateau jusqu'à 12 ans. Donc c'est toute l'économie et c'est entretenu par les parents. Oui, parce que c'est les mamans elles-mêmes qui poussent. C'est pas un enfant qui a 4 ans va vous dire j'ai envie de faire un concours de minimis. C'est les parents qui les portent à faire ça. C'est les parents qui ramènent des sous-vêtements ou des strings. C'est la maman qui achète en magasin. Donc je me dis, mais dans quelle mécanique éducative hyper sexualisante est-ce qu'on est rentré dans cette génération-ci, là, sur 10-15 ans? Et c'est alimenté aussi par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont tombées dans tout ce qui est pré-prostitutionnel par de faux profils, par des démarches sur les réseaux sociaux. Et là où nous, on est démunis en tant que parents, c'est que nos enfants sont de la génération du virtuel, ils sont de la génération Facebook, mais en 10 ans, nous, on a dû s'adapter. Vous savez, on dit toujours que le droit précède la validation d'une situation. Or, avec l'informatique, c'est la première fois où le droit est dépassé par la technologie, et donc le droit vient toujours derrière réguler quelque chose qui lui est imposé. Et donc le législateur est toujours un peu en retard en matière informatique et en matière virtuelle. Et au niveau éducatif, ce qui se passe, c'est qu'en général, nous reproduisons, ou nous ne reproduisons pas, mais en tout cas, quand on est dans la transmission éducative, soit on transmet ce qu'on a reçu nous-mêmes de nos parents, soit on prend le contre-pied inverse, on essaie de transmettre autre chose, mais il y a toujours une base à cette transmission. Or, comme nous ne sommes pas de la génération du virtuel, on découvre en même temps que nos enfants, donc on ne sait pas les éduquer à un bon usage des réseaux sociaux. On est plus perdu qu'eux à la limite en tant que parents. Donc c'est le premier domaine aujourd'hui où malheureusement, nous ne savons pas éduquer nos enfants à tous les dangers, à toutes les contraintes des réseaux sociaux. Et en cette matière-là, en tout cas, je milite pour comme je milite pour un cours de droit civique à l'école, un cours d'éthique, un cours de vivre ensemble, on a besoin en ce moment, avec tout ce qui est montée des extrêmes, en tout cas, à tout le moins. On a vraiment besoin d'un cours de vivre ensemble, mais on a aussi besoin d'un cours d'éducation aux nouveaux outils informatiques. Voilà. Parce que les parents ne savent pas transmettre les codes et les limites dans ce monde. Oui, moi limite j'ai encore grandi dedans, mais c'est vrai que la génération avant moi n'a pas grandi dedans. Oui, c'est ça, il y a aussi tout le rapport avec la femme, effectivement, avec les anciennes croyances, comme je le disais tout à l'heure, oui, il y a 50 ans on croyait les codes charmants, mais maintenant tous ces codes sont complètement inversés. Maintenant on pourrait vendre sa virginité, par exemple, vous l'abordez, c'est aussi... Un autre élément, il y a beaucoup d'informations finalement dans ce bouquin. Un autre élément que j'aborde aussi, c'est que nous sommes dans une société qui prône le zapping amoureux et le zapping sentimental. Mais c'est normal, enfin moi quand je vois par exemple même mes enfants à la maison, on n'écoute plus une musique jusqu'au bout, ouf, on zappe, on regarde plus un film jusqu'au bout, mais s'il termine, il n'est pas fini. Ils sont perpétuellement en train de zapper, comme on zappe sur les réseaux sociaux, et on zappe aussi la relation à l'autre et le sentiment amoureux. Je dis à un moment donné dans le bouquin, on se géolocalise, tiens tu fais quoi ce soir? Eh bien, avant on allait boire un verre ensemble, et là maintenant, on se fait un moment de partage éphémère. Hein. Il y a Tinder, il y a Rendez-vous, il y a Mythique, il y a tous ces sites de... Même l'amour est éphémère aujourd'hui, même le sentiment amoureux, on zappe. Et alors surtout, alors peut-être que c'était l'excès inverse, nos grands-parents terminaient peut-être leur vie ensemble et il y avait des hauts et des bas et des écueils, mais on essayait que ça marche, on donnait un coup d'œuf, même s'il y avait des coups de canif, on restait. Alors non, maintenant, vous prenez une classe de 25 enfants qui ont 2 ans en maternelle, là-bas sur 25 enfants, vous avez 24 parents séparés. Un mariage, au bout de 3 ans, c'est déjà génial, c'est dur. Donc on est aussi dans le zapping de la construction, ce qui évidemment génère de nouvelles constructions familiales et tout ça se déconstruit. Moi je voulais aussi vous demander comment vous
vous avez réussi à avoir autant de témoignages. Comment on rencontre ces femmes? Comment on y arrive en fait? Parce qu'il y a plein de témoignages. C'est ça aussi qui fait la richesse du bouquin, c'est d'avoir autant de témoignages de ces femmes qui sont là très jeunes jusqu'à plus âgées. Comment je ne force, contrairement à certains de mes confrères, je ne force jamais quand je fais des interviews ou des reportages. Et donc voilà, vous me dites ce que vous avez envie de me dire, et la limite elle reste là, et il y a un rapport de confiance qui se crée. Tous les noms ont été changés, évidemment, oui. On ne reconnaît personne. Elles ont relu le manuscrit avant qu'il sorte aussi, pour être sûr que, parce que je peux parfois me tromper, même si j'utilise un dictaphone, je voulais être sûre que je n'avais pas trahi leurs mots. Et voilà, non, c'est le rapport de confiance, et puis j'ai passé beaucoup de nuits avec elles dans la rue. Oui, ben, ce n'est qu'en vivant, ce n'est qu'en vivant ce que l'autre dit que vous ne pouvez transmettre ce qu'il ressent. Sinon, c'est pas possible. Si je reste derrière mon ordi, donc il faut aller sur le terrain. Ça, c'est indéniable. D'accord, c'est du courage. Sinon, pour terminer un petit peu, comme on est dans un premier salon du livre de Dour, je voulais vous demander, comme vous êtes auteur, je suppose que vous aimez bien aussi lire des bouquins. Oui. Et quels sont vos genres préférés? Pas que la non-fiction. Je suppose que comme vous écrivez plus non-fiction, investigation, est-ce que vous êtes plus attiré vers ça, ou alors vous allez plus vers de la fantaisie, du roman d'amour? Non, alors j'aime tout ce qui est investigation judiciaire, fatalement, policier, crime, mais alors mon second dada, c'est tout ce qui est psychologie. Oui, Boris Cyrulnik par exemple, tout ce qui est philosophie et psychologie. Parce que je pense que c'est quand on se questionne sur soi-même qu'on arrive à mieux comprendre les autres. Et je pense que, voilà, j'essaye en tout cas de lire tous ces grands philosophes et tous ces grands hommes et humanistes qui ont encore l'espoir de faire un petit peu changer les choses. Et donc, vos futurs projets, donc celui-ci, ça c'est le dernier, hein? Oui, du Trou. Donc le dernier, c'est du Trou. Et vous travaillez déjà sur d'autres ouvrages, d'autres idées, d'autres sujets d'investigation? J'ai des idées, parce que j'en ai 10 à la minute, mais j'en ai fait 8 sur 2 ans, donc là je vais me reposer pendant 2-3 mois quand même. Ah oui, on verra au printemps. Mais voilà, donc c'est terminé pour cette petite interview. En tout cas, moi qui ai beaucoup apprécié le livre, je le conseille vraiment si vous avez envie de découvrir le sujet de la prostitution, et pas que, parce qu'en plus de ça, vous mettez énormément de références culturelles en bas de page, beaucoup de références à des autres ouvrages, des films, des sites internet, et ça je pense que c'est bien pour aller sur tous les autres sujets qui sont abordés. Voilà, je vous le conseille. Merci. Et passez une bonne journée, un bon dimanche. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.